Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Croyez-le ou non, c'est la dernière de la 5e saison. Avec nous cette semaine, Marc Labrec, notre collègue de RDS qui nous raconte ses histoires de golf. Une rencontre bien spéciale en compagnie de Damon Green. Qui est Damon Green? Il est le cadet de Zach Johnson. Le duo a remporté l'an passé l'Omnium britannique. Et à la leçon cette semaine, on se retrouve en compagnie de Debbie Savamorel. Debbie, on parle de quoi? Cette semaine, je vais vous parler de contrôle de distance. Alors pour moi, ça, c'est plus important que la direction sur les coups roulés. Alors je vous montre un petit exercice pour pratiquer et vous améliorer pour le contrôle de votre distance sur les verres. Merci Debbie. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. Cette semaine au 19e, en compagnie de Marc Labrec, le golfeur. Est-ce qu'on joue au golf depuis longtemps, Marc? Depuis quelques années, je te dirais, depuis à peu près l'âge de 20 ans, j'ai commencé à jouer au golf. Je me suis jamais beaucoup amélioré parce que je joue pas assez régulièrement. Mais c'est un sport que j'adore, que j'ai continué à pratiquer régulièrement parce que ça permet, bon, évidemment, c'est pas un sport très cardiovasculaire, mais quand même, ça permet de faire un certain exercice durant l'été. Quand tu fais un 18 trous, tu marches quoi l'équivalent d'à peu près une dizaine de kilomètres. C'est bon pour la santé, c'est social aussi en même temps, ça te permet de rencontrer des gens. Donc, c'est une activité que j'adore beaucoup. Fait que la passion provient de la camaraderie puis du social. Ah, absolument, absolument. Ça me permet de rencontrer des gens régulièrement. Ça me permet de pouvoir aussi passer du temps avec les membres de ma famille parce que mes deux frères jouent au golf avec moi. Je vais jouer avec eux autres cette semaine, encore une fois, à Vallée-du-Richelieu. Donc, c'est une façon de pouvoir les côtoyer et d'avoir une activité ensemble de façon assez régulière durant la période estivale. Même si on se voit moins durant la période hivernale, bien, ça nous permet quand même de passer là, un peu de temps ensemble durant avoir du temps de qualité. Avoir du temps de qualité ensemble et d'échanger. Et c'est vrai aussi avec les collègues de travail à RDS. Avoir plus de temps, est-ce qu'on pratiquerait plus, on améliorerait l'élan ou on jouerait plus? Il faudrait que je pratique. Je ne vais pas au champ de pratique très régulièrement. Ça, c'est un petit peu mon problème. Mais ça arrive souvent aussi que cet été, par exemple, on a déménagé, on a emménagé dans une nouvelle résidence. J'ai pas eu le temps de jouer régulièrement au golf. Je pense que j'ai joué l'équivalent d'à peu près 4 ou 5 parties depuis le début de l'été, ce qui n'est pas beaucoup. Au mois d'août, je devrais en jouer un peu plus régulièrement, mais reste quand même que tu as l'impression que quand tu fais un 18, ton premier 9, c'est un 9 d'entraînement qui te permet d'essayer de retrouver un petit peu de tempo. Et vers la fin du 18 trous, alors que tu commences à peine à retrouver ton rythme, à avoir du tempo, bien là, tu vas être une semaine et demie, 2 semaines sans jouer. C'est là qu'au 17-18, il faut céduler tout de suite la prochaine Ou partie. va frapper des balles au champ de pratique plus régulièrement, ce que je fais pas. Puis l'élan de golf, un naturel ou un technicien? Non. Non? Pas naturel. Pas naturel? Absolument pas du tout. C'est vraiment extrêmement difficile pour moi. Lorsque Marc est au-dessus de la balle puis qu'il veut effectuer un bon coup de golf, à quoi il pense? C'est quoi les aspects techniques? Je pense à frapper loin. Et souvent ça me cause des problèmes. C'est là où j'ai des problèmes parce que en voulant frapper loin, très souvent, ça t'amène à forcer. Et ça t'amène à oublier, là, à garder tes yeux sur la balle, puis à avoir un bon tempo là, pour l'élan arrière et l'élan sur le retour également. Faut pas trop penser au golf. Là. Parfois, je pense qu'il faut s'installer. Il faut y aller lentement, de façon relaxe, mais il faut y aller. Là. Si tu penses trop à un moment donné, là, c'est là que tu peux commencer à avoir des problèmes. Quand on devient trop conscient, quand on devient trop conscient, là, c'est là que ça devient problématique. Exact. Marc, merci beaucoup pour ton temps. Plaisir, Jean-Sébastien. On te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Bonne saison à tout le monde. C'est le temps de la question quiz. L'année dernière, saison de rêve pour Jason Day sur le circuit PGA Tour avec 5 victoires. Voici la question. Combien de coups sous la normale a-t-il accumulé au cours de ces 5 victoires? Est-ce que c'est A, 57, B, 67 ou C, 87? Je reviens avec la réponse dans quelques instants. Alors, la bonne réponse, c'est C,
Jason Day a joué moins 87 lors de ses 5 victoires sur le circuit PGA Tour. Tout simplement extraordinaire. Moins 9, moins 17, moins 20, moins 19 et moins 22. En compagnie de Damon Green, le caddie de Zach Johnson. Damon, comment était l'expérience au British Open cette année? Well, we won the British Open at the home of golf. I mean, how much better does it get than that? And, you know, I've done 6 or 7 interviews, and I get chill bumps right now when I say that. It's quite an experience. I mean, you and I played together for years, and that was our goal, right? To win this trophy. And I got to do it, to be a part of it. And, you know, how many times we'd be on the putting green trying to make that 5-footer to win the British Open or the Masters, and I got to experience it. It was a thrill of a lifetime. Do you think because you're a player, you look pretty relaxed out there on the 18th green? You know, you look relaxed, you look like you have a great relationship with Zach, but you think because you are a player, it helps you? Absolutely. I think we know what our bodies feels like when we're getting those situations. We know when you're pumped up. We know, you know, what your body's going to do. And I think coming from a playing background, it could only be a positive. And nowadays, there's a lot more guys that are players that are caddying now. I think they're seeing the importance of having an experienced caddy like that. And I think, you know, it's made the game go to a higher level. So it makes a difference for you and for Zach, obviously. You're still playing. We went to Champions Tour qualifier together in Florida a couple of years ago. You're a long hitter. Yeah. You're caddying for a guy that's not known for being long. Very great wedge player, very much a control player. What do you take out of that when you play? What do you get from Zach's game that you can incorporate in your game? Well, patience, really. You don't have to birdie every hole. I mean, Zach is a plotter. We make pars a lot, and we take advantage of the short holes when we can make birdies. And if you end up at the day, you make more birdies than you make bogeys. That's usually a good score. So, but I think I learned a lot from Scott Hoke when I caddied for him for 4 years. I came straight from playing to caddying for him, and I didn't know how to play golf till I caddied for him. I learned to not always shoot at flags. You know, when we played the mini tour days, they were shooting so low, we had to go at every pin. You don't have to do that on the PGA Tour or the Nike Tour and the Champions Tour when we play. So, you know, even when I play now, hey, if I'm in between clubs, I'm center of the green play, get my 2-putt, get out of there, and take advantage of the holes that you can take advantage of. And I don't even play golf that much, and I finished 13th in my first Senior Open. I finished 15th in my second Senior Open. I don't even play golf. I mean, I think it's course management. From the experience that you get on the course with Zach. Well, and plus, when you won a Masters and you're playing in Senior Open, less pressure. Senior Open is not that much pressure. Thanks, and have a great season with Zach on the bag with Zach this year. Good seeing you, brother. Merci. Yeah. En compagnie de Martin Morancy, qui est superviseur pour le circuit premier départ. Martin, pourquoi avoir pris cette initiative? Bien, pour permettre aux jeunes de 7 à 12 ans d'avoir un événement qui sort du commun. Donc, c'est pas juste d'aller au club de golf pour jouer, mais là, ils vont jouer avec d'autres personnes qu'ils connaissent pas, un terrain qu'ils connaissent pas. Donc, ça rentre dans la ligne des tournois provinciaux, régionaux et d'initiation. Et du côté des jeunes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici d'abord? L'expérience. L'expérience de c'est quoi compter tous ses coups en réalité, là. Puis aussi leur permettre de se faire des amitiés, de rencontrer d'autres jeunes de leur âge. Pour la préparation du terrain maintenant, qu'est-ce que ça exige? Bien, c'est certain que les terres de départ sont adaptées à la catégorie d'âge de chacun. Et aussi garçon-fille, parce qu'un pee-wee garçon va partir plus loin qu'une pee-wee fille. Donc, les catégories d'âge, c'est novice 7-8 ans, moustique 9-10 et pee-wee 11-12. Et on évalue la distance, mettons, à 2600 verges pour 9 trous, parce que c'est des 9 trous qui jouent et non 18. Et après ça, bien, on coupe de 75 verges par catégorie.
À chaque rencontre, il y a des différentes capsules qui portent sur, non pas sur le côté technique. Donc, je ne suis pas là pour le montrer à jouer techniquement parce qu'ils ont chacun soit des entraîneurs ou soit des professionnels à leur club de golf qui font la job. Mais je suis là pour leur dire plutôt sur le côté tactique et stratégique comment lire un verre. Des exercices à faire lors de leur prochain entraînement ou exercice sur le verre de pratique. Donc, je suggère beaucoup plus des exercices à faire. Et au niveau de l'éthique, comment ça se passe? Au niveau de l'éthique, bien, c'est sûr qu'on touche à des choses qui sont un petit peu plus basiques, comme aujourd'hui, je parlais de l'habillement, la casquette dans le pavillon, dans le clubhouse, et quand on se donne la main à la fin. Il y a aussi une capsule sur les règles, mais encore là, des règles de base. Fait que je trouve ça agréable. En tout cas, c'est visiter le site de Golf Québec puis s'inscrire circuit premier départ. Martin Morancy, merci beaucoup, puis bonne saison. It's on the top of my list, really. I mean, I think you know, they announced that this was going to be, golf was coming back into the Olympics, you know, quite some number of years ago, and it was a goal of mine then. So it's neat to finally be in a position now where you can kind of see the light at the end of the tunnel, and we're getting close to that opportunity. So, you know, it's high up on my list of goals. Obviously, I want to compete and win golf tournaments out here. If I take care of those, you know, jobs each and every week, then I'll get the opportunity to also represent Canada as well. It's the last time, you know, a medal was handed out and a Canadian won it. So, you know, all kidding aside, I guess, on it, but you know, I think our Canadian team has a real legitimate chance. And you know, obviously, the men's side, we're not completely, you know, decided who's going to be on the team yet, but you know, we're going to have some world-class players on our team on the men's side. The women's side, you know, Brooke Henderson's been playing great golf the last year and a half, and she's obviously going to be a star on the LPGA for years to come. And it looks like Elena Sharp will be the other representative, and that's someone that I grew up playing golf with actually at my home course in Canada. So it'd be a pretty neat story if we can both represent Canada, you know, at that world stage. But you know, I definitely like our chances to play well and be competitive down there. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Pour la dernière chronique équipement de la saison, on fait le tour avec vous des nouveautés du côté des GPS et des lasers. Pierre, les GPS, autrefois, nous donnaient de l'information sur le parcours et c'est tout. Mais maintenant, on nous en offre beaucoup plus. Chez certains modèles, on peut maintenant comptabiliser ces statistiques sur le parcours et nous avons aussi des outils d'entraînement pour améliorer notre élan et notre golf. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les prix varient énormément entre certains modèles parce que les options sont énormes. Maintenant, on commence avec la Garmin S6. Il s'agit de la 6e génération de la montre GPS Garmin. Elle ne pèse que 47 grammes. Comme sur les modèles précédents, on vous donne la distance au début, au centre et au fond du verre. Vous pouvez savoir combien de distance vous avez besoin de franchir pour vous rendre au marqueur du 200, 150 et 100 verges. Et si jamais vous avez la vue bloquée, vous pouvez savoir la direction du centre du verre pour mieux vous aligner. En plus, vous pouvez enregistrer votre montre sur l'application Garmin pour comptabiliser vos statistiques, travailler votre tempo et votre puissance. Et si jamais vous avez de la difficulté à mettre votre téléphone cellulaire de côté, eh bien, il y a une connectivité Bluetooth. Alors, vous pouvez recevoir des alertes de vos textos et de vos appels directement sur votre montre GPS. Pour ceux et celles qui veulent quelque chose d'un peu plus simple, on a la Golf Body BB5. C'est la montre GPS du fabricant Golf Body la plus légère. Elle ne pèse que 35 grammes. Son design fait en sorte qu'elle est moins encombrante. À l'aide de quelques clics, vous pouvez connaître les distances au devant, au centre et au fond du verre, mais aussi le nombre de pas que vous faites durant votre partie. Chez Bushnell, le télémètre Neo Ghost est un GPS portatif. Légèrement plus gros qu'une montre, il vient avec un boîtier en plastique qui vous permet de l'accrocher à votre sac ou à votre ceinture. Pour ce qui est des informations, vous avez les différentes distances pour atteindre le verre, mais aussi pour franchir les obstacles. Selon le fabricant, vous pouvez jouer 3 parties avec une seule recharge. On termine le segment avec le laser Bushnell Tour X. L'avantage du laser, c'est qu'il est très précis, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1 verge. La technologie Jolt permet à l'instrument de vibrer lorsque vous captez le fanion. Donc, si je capte un arbre ou quelque chose derrière, ça ne vibre pas. Non, c'est l'avantage de cette technologie. De plus, la lunette interne grossit de 6 fois l'image. Donc, c'est facile de regarder au travers de la lunette.
Finalement, avec ces deux embouts, le Bushnell Torex vous donne la possibilité de calculer ou non l'élévation de votre cou. Mais rappelez-vous que c'est interdit en compétition. Donc, l'embout rouge calcule l'élévation et l'embout noir donne la distance sans ajustement. Exact. Merci Pierre, c'est déjà la fin. Malheureusement, oui, ce fut encore une fois un privilège de vous informer dans les plus récentes nouveautés dans le domaine de l'équipement. Et merci à toi pour ta précieuse collaboration. Merci. On vous souhaite bonne saison et on se revoit assurément sur un parcours de golf au Québec. Bye tout le monde. Au terrain d'exercice vous est présenté par Callaway Chrome Soft, la balle qui a changé la balle. L'objectif aujourd'hui, c'est d'éliminer les 3 potes sur les verres. Alors souvent, les 3 coups roulés sont causés parce que le premier coup roulé n'a pas la bonne distance. Pour moi, la distance des coups roulés a beaucoup plus d'importance que l'exactitude de la direction. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs qui influencent la distance d'un coup roulé. Premièrement, il y a 3 facteurs dont vous ne pouvez pas contrôler. 1, c'est la vitesse des verres. À chaque terrain que vous faites, la vitesse peut être différente. 2, c'est les ondulations sur les verres. Ça non plus, vous ne pouvez pas contrôler. Et le 3e, c'est les caractéristiques du gazon. C'est-à-dire, est-ce que c'est du gazon Poa ou du gazon Bermude? Est-ce que le gazon il est trempe? Est-ce qu'il est sec? Alors, vous devrez vous adapter à ces situations-là. Cependant, il y a 4 facteurs dont vous pouvez contrôler. Une, c'est la sorte de balle avec laquelle vous jouez. Jouez-vous avec une balle de 2 pièces, 3 pièces ou 4 pièces? Vous devriez savoir que si vous jouez avec une balle dure, la balle va rouler beaucoup plus loin qu'une balle molle. Alors, adaptez une balle et jouez toujours avec la même. La deuxième chose que vous pouvez contrôler, c'est votre fer droit. Est-ce que vous jouez avec un bâton qui est lourd ou un bâton qui est léger? Voyez votre professionnel de golf pour vous faire ajuster pour le bon bâton pour vous. Troisième facteur dont on va travailler aujourd'hui, que vous pouvez contrôler, c'est le tempo. Ça, c'est très important, le petit tic-toc. Et on va faire un exercice dans quelques instants. Et le 4e facteur, très important, de toujours contacter la balle dans le centre du face de votre bâton. On appelle ça le sweet spot, en plein dans le centre, pour avoir la bonne distance et une distance consistante. Alors, si vous avez un tempo consistant, OK, vous allez pouvoir juste changer l'amplitude de votre élan pour avoir une balle qui va rouler plus loin. Ici, l'exercice que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est pour vous démontrer qu'on sert toujours du même tempo, mais on change l'amplitude de notre élan pour réussir des coups roulés de différentes distances. Alors, regardez bien, j'ai positionné les boîtes pour des coups roulés de 3 pieds et 2 autres boîtes pour des coups roulés de 6 pieds. Je vais pratiquer avec un métronome et regardez-moi exécuter l'exercice. Alors, c'est facile de contrôler la distance de nos coups roulés si notre tempo est constant. Alors, pratiquez des coups roulés de 3 pieds, 6 pieds, 9 pieds, 12 pieds, toujours avec le même tempo. Le but, c'est d'éliminer les 3 potes. Bonne pratique! Cette semaine, Steve, on va parler d'une des épidémies les plus répandues dans les clubs de golf, c'est-à-dire les marques de balles sur les verres. De 1, la majorité des gens les oublient de les réparer, et de 2, quand ils le font de la mauvaise méthode. Absolument, Eric. Donc, il est très important d'utiliser la bonne technique afin que le gazon puisse cicatriser rapidement. L'erreur la plus commune que les gens font est de soulever la terre dans le but d'égaliser la surface. En fait, non seulement vous endommagez les racines, mais il y aura aussi de l'air sous la surface qui l'assèchera et qui rend le processus de cicatrisation beaucoup plus long. Ce que l'on veut, c'est de commencer du côté où la terre a été déplacée et de la ramener au centre de la marque. Ensuite, faites le tour pour remplir le trou et vous pouvez terminer le travail avec votre fer droit. De cette façon, vous ne couperez pas les racines et votre marque n'y paraîtra plus, et ce dans quelques jours seulement. Un dernier conseil, si vous voulez enrayer cette épidémie, essayez de réparer au moins 2 marques de balles par verre. Et pas besoin de chercher bien loin votre autre marque de balle, juste aller à l'avant du verre où la majorité des balles tombent. Absolument, merci beaucoup Eric. Pour la dernière de la saison, je vous ai réservé un terrain vraiment spectaculaire. Je vous présente le club de golf Saguenay-Arvida en compagnie de son professionnel directeur général, Stéphane Maltais.
Le club de golf Saguenay-Arvida est un des plus vieux dans la région. C'est ouvert depuis quand ici? On est ouvert depuis 1927. Ça a été inauguré par l'architecte Stanley Thompson. Et c'est normal 70 qui compte environ 400 membres. C'est un club qui est semi-privé. Puis ici, quelle est la force du terrain, la particularité? Bien, comme vous voyez derrière nous, le panorama est vraiment magnifique. On est aux abords de la rivière Saguenay. Particularité pour les golfeurs, c'est un club qui est quand même très étroit avec des verts très ondulés. Est-ce que c'est un parcours qui se marche bien? C'est un terrain qui se marche très bien. C'est un terrain qui a 6200 verges, qui est relativement court. Les endroits qui sont plus difficiles à marcher, donc il y a des côtes à monter. On a 2 élévateurs sur le terrain, donc effectivement pour faciliter l'accès aux golfeurs qui jouent à pied. Est-ce que vous avez des trous signatures? Si oui, lesquels? Je dirais le trou numéro 12, un par 3, quand on part des jalons bleus. Il y a 233 verges, très difficile avec du bois à droite, qui est en élévation, donc vers le bas. Très difficile à évaluer la distance quand il vente soit de face ou de dos. Donc c'est vraiment le trou, je dirais, signature le plus difficile sur le parcours. Et puis un autre beau trou que les golfeurs favorisent ici, qui aiment voir en particulier, ce serait lequel également? Trou numéro 1 ici, derrière nous, qui est assez difficile aussi, qui est coudé vers la gauche avec un lac avec une fontaine, qui a 410 verges des jalons arrière, donc qui est assez difficile aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les verts également ici? Les verres sont ondulés, sont très petits, sont quand même bien protégés. Donc, ce n'est pas des verres qui sont très rapides parce qu'ils ont des grosses ondulations. Plusieurs golfeurs font régulièrement des 3 courlées sur les verres. Ici, est-ce que le club reçoit souvent des tournois, des mariages, des événements? Oui, on a environ une dizaine de mariages à chaque année, environ une quinzaine de gros tournois. On a 2 salles. Capacité de la salle en haut, environ 180 personnes. La salle en bas, environ 120 personnes. Donc, on accueille vraiment des événements de tout genre ici. On est vraiment là, bien prêt à accueillir tous les événements. Il y a eu des rénovations en 2013 et en 2014 qui ont été faites d'environ $1 million qui ont été réinvestis dans les salles et dans toutes les installations. Donc, on est vraiment prêt à accueillir toutes sortes de groupes. Et puis, en terminant, Stéphane, comment vous décririez l'ambiance ici au club? Je dirais le mot chaleureux, c'est vraiment le premier mot qui me vient en tête. Avec la terrasse, avec nos installations, avec les membres qui sont très habitués à accueillir la clientèle extérieure. Et la vie sociale ici, avec les 400 membres, est vraiment très forte, très bonne. Disons qu'au niveau du bar, il y a vraiment beaucoup d'achalandage. Les membres sont habitués de jouer le 18 trous, de rester au bar, de discuter de leur partie, de partir des potins, etc. C'est vraiment une belle vie sociale ici au Club Saguenay. Eh bien, on vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci. C'est là-dessus que se termine l'émission et par le fait même, cette 5e saison. Un gros merci tout à fait particulier à nos collaborateurs, bien sûr, mais à tous ceux et celles qui ont participé à l'émission au cours de l'année. Merci à vous, chers téléspectateurs, de vos commentaires et également de vos suggestions. On espère vous retrouver l'an prochain à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.